Bonjour, on est le samedi 24 octobre 2020. Le mois s'approche petit à petit à sa fin. On n'en est pas loin de la fin du mois d'octobre. Sachez que cette nuit, vers 2 heures du matin, on va changer voilà, les heures et on va se situer à l'heure d'hiver. Ouais, donc en fait, on prend de l'avance pour voilà, et on change d'heure. Voilà, donc ici je vais faire une petite vidéo qui va concerner la pression. Ce qu'est la pression. Bien sûr, la pression d'un fluide, mais plutôt la pression d'un liquide. Je vais parler en termes de pression de liquide. Donc pression d'un fluide, ou plutôt pression d'un liquide. Alors je vous avais dit que, d'après la vidéo précédente, qui parlait donc qu'il existait de la mécanique du solide. On a la mécanique des solides rigides, indéformables si vous voulez. La mécanique des solides déformables, donc rigide c'est non déformable, donc, qui est étudié en mécanique rationnelle. Mécanique des solides déformables qui est étudiée en résistance des matériaux, et la mécanique des fluides. Alors je vous avais dit que mécanique des fluides, ok, mais on va plutôt parler des liquides en mécanique des fluides. Pour ce qui est des gaz, on va le laisser à la thermodynamique. L'étude des gaz, on laisse ça plutôt à la thermodynamique. Voilà, parce que qui dit variation de pression, dit variation d'autres valeurs, comme par exemple échauffement à la température, on a un échauffement, une élévation de température. Voilà, donc on a des transformations qui se font, voilà, donc c'est pour ça qu'on laisse à la thermodynamique l'étude des gaz, voilà, avec leur loi, la loi des gaz. Quoique, bon, on peut avoir la mécanique des fluides qui parle un petit peu des gaz. Hein, bon, je vous rappelle qu'il n'y a pas de frontières dans tout ça. Hein. Je veux dire, il n'y a pas tellement de frontières, d'autant plus qu'on va rechercher des théories d'un côté pour les ramener de l'autre. Bon, voilà. Voilà, ceci étant dit, donc, cette vidéo va concerner donc la notion de pression d'un liquide qui est une notion fondamentale en mécanique des fluides. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé. C'est comme si vous aviez un bâtiment. Voilà, et si vous voulez rentrer dans le bâtiment, il faut passer voilà, par une porte qui est unique, par exemple. Eh bien, c'est la voie de passage obligatoire pour passer, pour aller dans le bâtiment. Mais c'est une voie de passage. Les gens sont obligés de passer par là. Les gens passeront par ici. Ce qui veut dire qu'ici, ça fait la même chose. La pression est une entrée fracassante à la théorie voilà, de la mécanique des fluides. Et notamment aussi pour la thermodynamique des gaz. Hein. Parler de pression pour un fluide, bon, c'est naturel. C'est naturel. Parce que la pression existe dans un fluide. C'est un paramètre du système. C'est un paramètre du système. Et je dirais même que c'est un paramètre qui est, comment est-ce qu'on appelle ça, intensif. C'est une variable intensive. C'est-à-dire qu'elle existe partout dans le fluide. Hein. La notion de pression existe partout dans le fluide. C'est pas qu'elle existe dans une zone et puis de l'autre côté, elle n'existe plus. Non, le paramètre, c'est une variable intensive. Donc elle existe partout dans le fluide. Donc la notion de pression est une notion fondamentale.
Parce que ne pas comprendre la pression, mais c'est ne pas comprendre voilà, les phénomènes où la pression intervient. Or, comme elle intervient un peu partout en mécanique des fluides et en thermodynamique, ben, ne pas comprendre la pression, ben, c'est ne rien comprendre du tout à la thermodynamique ni à la mécanique des fluides. Voilà. Alors, je rajouterai encore quelque chose, c'est que si la mécanique des fluides consiste à étudier l'eau, ben, on est en hydrostatique. C'est une branche de la mécanique des fluides qui étudie l'eau, donc l'hydrostatique, mais les lois sont valables pour, voilà, pour les autres liquides. Valables, les lois sont valables pour les autres liquides. Lois valables pour les autres liquides. Donc quand vous avez parlé voilà, d'une substance, d'abord il faut la caractérisation d'une substance, l'existence d'une substance. Il faut que la substance existe. La substance doit exister. Une fois que la substance est définie, on sait à quelle substance on a affaire, voilà, en quoi consiste la substance, si elle est définie, on sait bien bon, qu'on l'a répertoriée, on sait la distinguer, on sait la dénommer par rapport à des fichiers qui reconnaissent cette substance-là avec ses propriétés, mais on a affaire à une substance. Et la substance peut être définie en tant que système, ou la substance peut être une partie du système. On peut isoler la substance et prendre une partie du système, enfin une partie de la substance qui est le système, une partie de la substance qui est le système. Le système n'est pas forcément toute la substance. On peut avoir un système qui est défini comme une partie de le système. On va dire que le système est entier ou pas. Le système est entier ou partiel. Entier, ça veut dire il regroupe toute la substance, voilà, ou d'autres substances, hein. Il peut avoir plusieurs substances. Hein. Le système n'est pas renfermé, le système peut former un lot de plusieurs substances. Ce n'est pas forcément qu'une substance. On peut avoir, vous verrez quand j'étudierai l'hydrostatique, mais on peut avoir plusieurs substances dans les tubes en U. Dans les tubes en U, on peut avoir plusieurs substances. Voilà, donc ça vous pourrez l'apercevoir, c'est que le système, bon, peut-être plusieurs lots. Voilà, plusieurs lots fluides, comme les organes solides, ben, on peut avoir un système solide qui peut être constitué que d'un seul organe, ou de plusieurs organes, c'est la même chose. Donc le système peut être composé de plusieurs substances fluides, il peut même là-dedans avoir des solides, pourquoi pas. Hein. On peut y mettre des solides en tant que dans le système. Hein. Voilà, ça dépend de ce qu'on étudie. L'étude fait en sorte, voilà, le système est bien choisi en entier ou partiellement pour faire l'étude du système. C'est-à-dire parler des lois qui ont été découvertes, ou tout simplement établir des lois sur un système où les lois ne sont pas encore connues. Voilà, donc en général, on étudie des lois connues. Hein. Voilà, on étudie des lois connues, et c'est des grands scientifiques qui ont des prix Nobel, qui eux ont établi des nouvelles lois. Des nouvelles lois. Mais eux, ils étudient des systèmes, et ils établissent des lois, et ils essayent de faire en sorte que ces lois fassent partie du pédigré scientifique. Parce que si les lois que sortent les scientifiques ne sont pas, je veux dire, ne convainc pas le monde scientifique, ben, elles ne seront pas prises en compte par le parterre scientifique. Voilà. On va dire ça comme ça. Bon. Donc ce qui veut dire que la pression ici c'est fondamental. Fondamental pour aussi bien les solides, pour les liquides et pour les gaz.
Donc, le but de cette vidéo-ci, c'est de voir justement la pression. Qu'est-ce que la pression? Alors, je vous dis tout de suite que la pression est liée à la notion de force. Voilà, il y a la notion de force, je vous l'avais déjà dit auparavant. Voilà, quand on fait l'étude du solide, on étudie les forces. Alors, voilà, dans un solide, un système est en équilibre. Si on a le système est équivalent à 0. Le système est équivalent à 0. Dire que le système est équivalent à 0, c'est dire que la somme des forces extérieures est égale à 0. Ça veut dire qu'on a un équilibre de translation. On a un équilibre de translation. Ça veut dire qu'on n'a pas de translation. Mais on peut avoir une rotation. Alors pour bloquer le tout, on applique la somme des moments en un point des forces extérieures est égale à 0. La somme des moments des forces extérieures est égale à 0. Et ça, c'est un équilibre de rotation. Donc là, en faisant ça, je n'ai plus ni de translation, ni de rotation si le système est équivalent à 0, c'est-à-dire si on a ceci. Donc on a plus... Vraiment, là, il est en équilibre. Il n'est pas en translation, mais le système n'est pas en rotation non plus. Donc il est parfaitement en équilibre. Donc là, on a établi un équilibre, ce qu'on appelle un équilibre, non pas thermodynamique ou thermique, ou voilà, ça n'a rien à voir, ni un équilibre chimique, ça n'a rien à voir, encore moins, mais un équilibre mécanique. Ça, c'est un équilibre mécanique. Parce que les notions d'équilibre dépendent, je veux dire, du domaine où l'on est. Voilà, qu'est-ce qu'un équilibre? Ça dépend du domaine. Vous définirez un équilibre en fonction du domaine où vous êtes situé. Un équilibre chimique n'est pas un équilibre physique. Et un équilibre physique n'est pas un équilibre mécanique. Voilà, chacun, et un équilibre thermique n'est pas un équilibre mécanique. Voilà. Et là, vous avez voilà, l'expression d'un équilibre mécanique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui bouge. Tout est bloqué. Alors, soit dit en passant, je vous rappellerai que il n'y a rien qui est fixe. Hein. Rien qui est fixe. Voilà. Voilà. Le système peut être fixe dans un repère. Il peut être fixe. Voilà. Mais c'est pas parce qu'il est fixe dans un repère que voilà, il est réellement fixe. Hein. Parce que si je prends un objet sur Terre, ben, on a beau mettre une échelle sur un mur, oui, il est en équilibre sur le mur, mais là, le problème c'est que la Terre tourne. Donc l'échelle, quelque part, elle tourne lentement. Voilà, ça ne se perçoit pas, mais voilà, la Terre tourne. La Terre tourne sur elle-même. Donc l'échelle bouge. En plus de ça, la Terre tourne autour du Soleil. Donc quelque part, bon, l'échelle là, avec le mur, oui, il est en équilibre par rapport à un repère donné, mais par rapport à un autre référentiel, voilà, le système est en mouvement. Hein. Le système est en mouvement. Donc qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est fixe? Ben, c'est difficile à dire parce que c'est fixe par rapport à un référentiel, mais c'est pas parce que c'est fixe par rapport à un référentiel qu'il est en absolu fixe, parce qu'il peut être voilà, en rotation par rapport à un autre référentiel. Voilà, donc qu'est-ce que c'est quelque chose de fixe? C'est difficile à définir. C'est par rapport à un référentiel qu'on définit que quelque chose est en équilibre. Parce que quelque part, voilà, il y a tout est en mouvement. Hein. Tout est en mouvement. Même un mort est en mouvement, parce qu'un mort se situe, veut dire dans un cimetière, voilà, dans un caveau de cimetière, mais la terre tourne. Donc en fait, quelque part, il tourne. En plus de ça, il y a des mouvements au sein. S'il a des os encore présents dans le caveau, mais au niveau voilà, les os possèdent, c'est de la matière, donc possèdent des électrons. Les électrons continuent à tourner malgré que le gars il est mort. Voilà, il y a des électrons dans les os. Voilà, les électrons, on sait bien que ça tourne autour du noyau. Donc même si ça a de la matière qui est, je veux dire, inerte, comme les os, ben, la matière inerte, ben, il y a quand même des, voilà, c'est quand même des atomes. Et les atomes, dans les atomes, il y a des électrons. Il y a des électrons qui bougent. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui ne bouge pas? Il faudrait me dire qu'est-ce qui ne bouge pas. Pour moi, tout bouge. Tout est en mouvement.
Maintenant, on peut définir l'état de repos, oui, pour autant qu'on est soit dans un référentiel. Donc, quelque part, l'état de repos, il faut le définir par rapport à un référentiel. Et généralement, un référentiel voilà, d'inertie, ou un référentiel galiléen, ou un référentiel, ce qu'on appelle un référentiel inertiel. Bon, alors comme on va travailler souvent en 3D, ben, il faudra un repère direct, trirectangle en 3D. Voilà, on fixera donc une origine. Voilà, une origine. On mettra des vecteurs de base. Voilà, on aura un repère trirectangle. Donc on aura I, J et K. Voilà. Et là, pourquoi fait-on ça? Parce qu'on aura un système. On aura un système défini quelque part. Que ce soit pour un solide, liquide ou un gaz. On a un système. On aura voilà, un système qui peut être un gaz ou des gaz ou un liquide ou des liquides. Voilà, je vous ai dit que ça peut être voilà. Le système n'est pas qu'un liquide ou deux liquides, ça peut avoir trois liquides dans un tube en U, hein, deux liquides, trois liquides dans un tube en U, pourquoi pas. Voilà, le système, bon, ça peut être plusieurs liquides, plusieurs gaz, ou un liquide, ou un solide, ou plusieurs solides. Les solides, voilà. Ben, on peut avoir une composition d'un gaz avec un solide, d'un gaz avec un liquide, d'un liquide avec un solide, d'un liquide, voilà, on a toutes les compositions. Voilà, qu'est-ce que c'est que le système? C'est vous qui définissez le système. Il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de restriction à un système. Vous définissez le système que vous avez envie. Alors, dès le moment où on a un système, oui, si je me suis trompé, j'ai marqué système, mais si c'est un système. Dès que vous avez défini un système, c'est-à-dire que vous avez une substance existante, une ou des substances existantes, que vous connaissez, voilà, ou que vous devez déterminer, vous ne connaissez pas, mais le système peut-être des choses que vous ne connaissez pas, mais que vous allez finir par retrouver, pourquoi pas. Donc il faut prendre la donne que voilà, la substance est une inconnue. Voilà, le système, ça peut être ça. Et alors bon, la forme du système peut être quelconque. Hein. On peut avoir des surfaces, on peut avoir des lignes, des surfaces et des volumes. Voilà, le système, voilà, on peut même étudier un point si vous voulez. On peut étudier un point. On peut étudier un point, étudier une ligne, voilà, enfin les paramètres sur une ligne, les paramètres sur une surface quelconque, ou les paramètres sur un volume. Par exemple un cylindre. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Alors j'étudie les paramètres sur un cylindre. Voilà, alors pourquoi mettre ce référentiel? Mais pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, là, on a affaire souvent à c'est pas que souvent, on prend comme hypothèse qu'on a voilà, un milieu continu. Ça veut dire que les points ici, on a une infinité de points. D'ailleurs, je vais représenter une infinité de points par ceci. C'est-à-dire que là où je veux prendre un point, là, j'ai fixé un point, je vais mettre avec une petite croix, l'intersection de la croix fait un point, eh bien, il n'y a pas de vide. Vous êtes sûr et certain que en n'importe quel endroit où on va prendre un point, il n'y a pas de vide. Pourquoi? Parce que c'est un milieu continu. On a une infinité triple de points. Dans le cas, bien sûr, où on est dans un repère ici YZ, c'est-à-dire un repère spatial, on a un repère. Voilà. Donc le système peut s'intégrer dans une infinité triple de points. Et donc, une fois qu'il s'intègre dans une infinité triple de points, le système est intégré là-dedans, mais on peut lui adjuger voilà, des positions à chacun des points. Grâce à quoi? Grâce au système de coordonnées qui est là. Grâce au système de coordonnées qui est ici. J'ai un système de coordonnées, donc chaque point, quel que soit le point, il est défini dans un repère inertiel, un repère galiléen. Il sera repéré. Donc ça veut dire qu'entre deux points, il y a l'inexistence de vide. Entre deux points, il y a l'inexistence de vide. Entre deux points, il y a toujours un point. Et donc, entre deux points, on sait toujours trouver une coordonnée à ce point. Ça définit, bien sûr, la bijection d'un point avec des valeurs de R. On a une bijection, voilà, on attribue
à chaque point une valeur unique d'un nombre réel, voilà, un nombre réel, bien sûr repéré dans un repère, voilà, au R. Au R ici il est tridimensionnel IJK. Au R, O c'est bien sûr O et 3 vecteurs de base IJK. Voilà. Donc on peut repérer quel que soit le point du système, donc tout point du système peut être repéré. Tout point du système peut être repéré dans un repère inertiel. Voilà. En plus de ça, on sait bien qu'on aura des forces qui vont agir d'office. Il y a des forces qui vont agir, et donc ces forces sont aussi décomposables dans un système voilà, tridimensionnel. Donc on sait décomposer les composantes d'un vecteur agissant en un point du système, on sait le décomposer voilà, dans un repère tridimensionnel. Et ça c'est parfait. Donc en fait on a un système de coordonnées, x, y, z, qui peuvent définir chaque point du système. Donc tout point du système est défini. Donc si voilà, c'est magnifique ça. C'est magnifique. On peut repérer tout point du système par un repère, voilà, un référentiel galiléen. Mais en plus de ça, toute grandeur mécanique comme la force peut être, je veux dire, lue dans un repère au travers des composantes. Bien sûr, la force sera décomposée au travers d'un repère trirectangle pour en avoir ses composantes. Donc la force est définie au travers de ses composantes dans un repère. La force est connue, si vous voulez, comme les points sont connus, puisqu'on a un repère qui est fixé avec une origine, comme les points sont connus, ils sont définis, ben, la force sera définie parce qu'en fait on aura un repère qui pourra décomposer les composantes du vecteur. Donc ça veut dire que à ce niveau-là, ben, tout est, tout peut être, je veux dire, pour établir des lois, on a tous les éléments nécessaires pour établir les lois. Voilà, les relations peuvent, je veux dire, puisqu'on a des outils mathématiques de repérage de points et repérage et voilà, de repérage de vecteurs. C'est-à-dire, on sait trouver la direction du vecteur, on sait trouver son sens, on sait trouver sa grandeur. Voilà, on sait même les décomposer dans un repère. On connaît la direction suivant X, la direction suivant Y et la direction suivant Z. Donc tout est défini. Tout est défini. Voilà. Et donc quand on parle de force, la pression ne se cache pas très loin. Alors, quelle est l'interface entre la force et la pression? Quelle est l'interface entre la force et la pression? Qui fait l'interface? Qui dit force dit notion de pression. Mais il y a une interface. Le passage de l'un à l'autre voilà, la liaison force-pression, il y a une interface. Qu'est-ce qui fait qu'on parle de la pression alors que ce sont la plupart des forces internes et externes qui agissent? Eh bien, c'est la notion de surface. C'est la notion de surface qui fait en sorte que la notion de pression existe. La force est existante d'office. On a des forces à distance comme le poids, les forces électromagnétiques. Voilà, on a des forces de cohésion, on a des forces de frottement. On a des forces des chocs, on peut avoir des chocs, des forces, voilà, on peut avoir des forces extérieures, l'appui d'un piston, voilà, des forces d'interaction avec comment est-ce qu'on appelle ça, les surfaces qui contiennent liquide, par exemple. Voilà, des forces, c'est pas ça qui manque. On peut avoir des forces musculaires, des forces motrices, des moteurs, on peut avoir, c'est pas ça qui peut manquer. Les forces, je peux vous donner toute une panoplie de forces, hein, bon,
Voilà, on a la force de gravitation, la, 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 la force d'Archimède, les forces manuelles que vous exercez avec vos pieds, enfin avec vos mains manuelles et avec vos pieds aussi. Force avec ce que vous voulez, avec un bassin, avec une épaule, enfin vous pouvez donner force avec tout ce que vous voulez, hein. Mais avec voilà, un bras, un doigt, un coude, la force vous pouvez la donner à différentes parties du corps. Maintenant on peut avoir des forces, voilà, des forces thermodynamiques, des forces de pression, des forces voilà, électriques, des forces électromagnétiques, des forces enfin, c'est pas ça qui manque, hein. La notion de force, il y en a des. Voilà, il y a la force du vent, il y a la force des marées. Et voilà, il y a pas mal de choses qui donnent des. Enfin, il y a pas mal d'actions qui donnent des forces. Enfin, il y a pas mal d'existence de phénomènes qui amènent à l'existence de force. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait l'interface? Eh bien, cette notion d'interface nous provient tout simplement de la surface. Il faut l'existence d'une surface. Voilà, l'interface, elle est là. L'interface est là. C'est la surface. C'est la surface qui va faire en sorte qu'on a une pression. Mais ça veut dire que c'est comme si on avait un iceberg. On a un iceberg. Hein, on a voilà, ça c'est je considérais que c'est un iceberg. Et dans l'iceberg, on a la partie cachée. C'est-à-dire que, supposons que la partie cachée, immergée, est ici. Voilà, c'est la partie immergée dans l'eau. Il y a la partie visible qui est ici. Voilà, et la partie cachée qui est ici, de l'iceberg. Ici, c'est la même chose. Qu'est-ce qui est la partie visible dans les fluides? Dans les fluides, la partie visible, c'est la pression. La partie visible, c'est la pression. On vous parlera, c'est la grandeur, je veux dire, macroscopique, qui sera prise en compte en général. On parlera de pression. Et donc, dans la partie cachée, va se cacher bien sûr la notion de surface, mais en même temps la notion de force. Bien que les forces soient présentes par toute une panoplie de phénomènes, mais on va les cacher. On ne parlera plus de force. Par contre, dans les démonstrations, elles apparaîtront fatalement. Pour faire apparaître la pression, il faudra démontrer à partir des forces. On démontrera les notions de mécanique des fluides à partir des forces. Mais après, on fera une liaison en direct. Voilà, on fera une approche directement en termes de pression. Donc en finalité, on aura, si vous voulez, la notion de pression. En finalité. Mais au départ, on a cette notion de force. Au départ. Mais on va la cacher. Puisqu'en fait, la finalité, c'est de parler de pression, non pas de force. Voilà. La finalité, c'est de parler de pression. Voilà. Donc, ça, c'est au départ pour démontrer. Ceci, c'est aussi pour démontrer qui constitue la partie cachée de l'iceberg. Voilà. On va démontrer avec la force et la surface pour finir avec la pression. Mais la pression est la partie visible. On parlera de notion de pression et pas de force et de section et de surface. Alors maintenant, il y a encore quelque chose. Vous allez me dire, la force, oui, ben, je vous ai montré qu'il existait pas mal de forces. Hein. Dans d'autres vidéos, je vous ai décortiqué beaucoup de forces. Et ici, je vais en voir quelques-unes voilà, qui rentrent en jeu pour la notion de pression. Alors, le problème, qu'est-ce que c'est la force? On sait bien que ce sont des forces d'action, soit internes ou externes. Hein, on a deux cas de figure. Ça, je les ai vus dans une vidéo, les forces internes et externes. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette surface-là? Mais cette surface-là, qu'est-ce que c'est? Ben, voilà, c'est par rapport à la définition du système. On définit un système, et dans ce système, on crée un sous-système. Alors, le système, ben, ça peut être une masse fluide. Une masse fluide, par exemple. Moi, je peux prendre un fluide. Hein. Je peux prendre un fluide.
je définis un système. Mais dans ce sous-système, alors je vous rappelle que je peux prendre la masse fluide, par exemple, en termes de volume. Hein. Je prends un volume. Voilà, un volume quelconque. Je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente pour voir la statique des fluides. Avec la loi de la statique des fluides. Bon, ici, je peux prendre un volume quelconque. Voilà, je prends un volume. Attention que ce n'est pas une surface, hein, ça c'est un volume. D'ailleurs, je peux, par exemple, faire ceci, pour vous dire que j'ai pris un volume. Je vais le refaire parce que j'ai complètement raté. Voilà, je vais prendre, par exemple, ceci. Voilà, j'ai un volume de révolution, par exemple. Pourquoi pas? Un volume de révolution. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai un volume de révolution. Alors, pour rester cohérent, généralement quand on dessine les volumes, on met les parties cachées par des traits pointillés, comme ceci. Voilà, ça veut dire que c'est en arrière-plan. En arrière-plan, on a ça. Donc, c'est bien un volume. Hein. Et alors, ce volume-là, qui est grand V, est décomposable en V1, V2 et V3. Voilà. Donc, ce système qui est représenté par une masse fluide qui est un volume V, je l'ai décomposé en 3 sous-systèmes. Voilà, V1, V2, V3. Alors, comment j'ai décomposé ça? J'ai créé voilà, ce qu'on appelle des sections. Voilà, j'ai coupé le volume, hein, comme quand on coupe, je dirais, un saucisson ou quelque chose comme ça. Voilà, ici c'est pareil. On coupe le volume. Alors, je le coupe, voilà, au travers de 2 sections. Et 2 sections me fait 3 volumes séparés. Ce qui veut dire que là, j'ai un volume qui est ici, que je peux séparer. Ah, oui, je l'ai complètement raté. Je m'excuse. Je vais le redéfinir, ce volume, parce qu'ici, c'est vrai qu'il y a un trou. Voilà. Bon, le volume, il est ici. Le premier volume, V1, je peux soustraire cette partie-là. Je peux la soustraire. Je peux soustraire aussi, c'est l'enlever. Je peux l'enlever. Je peux enlever cette partie-là. Je peux enlever cette partie-là. Voilà. Et il reste une partie intermédiaire, hein, qui est V2. Donc vous voyez que je peux faire des tranches de système et découper. Et donc là, dans mon volume ici, je viens de définir des sections S. Je viens de définir 2 sections. Voilà. Une section S1. Voilà. Et une section de S2 qui est ici. Voilà. Et donc, ces sections-là pourraient être, par exemple, c'est un exemple de cas de figure, ceci. La surface constitue une section. Une coupe d'un volume. J'ai coupé un volume et j'ai créé voilà, une section. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une section. Donc, alors, sur ça, peut agir des forces. Voilà, on peut avoir des forces qui agissent, voilà, des forces extérieures, hein, sur le système. Voilà quelques forces extérieures. Alors, les forces, là, ça, ce sont les forces extérieures, hein, que je vais appeler F extérieur, voilà, F extérieur I. F extérieur I. On a F extérieur 1, 2, on a 3, force extérieure 4, force extérieure 5, et force extérieure 6. Voilà. Attention qu'il y a aussi des forces intérieures. Les forces intérieures s'annulent. Hein. Bon, les forces intérieures, c'est toutes des petites forces, voilà, qui vont être appliquées en tout point de la section. C'est une infinité de forces microscopiques, voilà, voilà, qui font en sorte qu'on a une résultante complète, voilà, et qui va donner une force comme ceci.
mais on aura, comme le fluide est en équilibre, l'égalité avec voilà, l'action égale la réaction. Donc la somme des forces intérieures va être nulle. Ce qui dénote la cohésion. On a des forces de cohésion, les forces voilà, internes, Fi interne 1 est égal à Fi interne 2. Voilà. Et c'est valable pour toute section. Hein. Voilà, on a voilà, des forces internes qui s'annulent. Sauf si maintenant vous coupez ceci. Si vous coupez ceci, là, le solide est en déséquilibre. Il n'est plus au repos. Donc à ce moment, il faut appliquer une force, absolument une force pour le maintenir en équilibre. Parce que là, on n'a plus la force, on n'a plus qu'une seule force. Donc il faudrait appliquer une force opposée pour qu'il y ait, voilà, il faudrait appliquer une force opposée parce que la force a disparu, hein, l'action égale la réaction, il a disparu. Donc ici, il n'y a plus qu'une seule force qui est ici, on n'a plus qu'une seule force. Là, on n'a plus qu'une seule force, puisque en fait, la partie que j'ai coupée, elle n'existe plus. Donc là, à ce moment-là, il faudrait ramener une force qui viendrait équilibrer le système. Il faut ramener une force qui viendrait équilibrer le système. C'est bien de faire retirer une partie du sous-système, d'accord, mais il faut prendre les, comment on appelle ça, les devants, en rajoutant la force qui fera en sorte qu'on équilibre, hein, qui viendrait faire qu'on devrait avoir de nouveau le rééquilibre. Hein. Sinon, voilà, sinon, si vous coupez comme ça, il n'y a plus d'équilibre. Hein. Ouais, donc il faut faire en sorte, quand on fait l'étude de force, mettre la force qu'on va étudier, voilà, pour montrer qu'il y a l'équilibre, enfin qu'il y avait l'existence d'un équilibre quand il y avait l'autre partie du volume. C'est ce qui a été fait dans la vidéo précédente. Hein. Voilà. On rompt un équilibre, mais alors à ce moment on met une force adaptée pour faire l'étude de force. Des forces, en tout cas des forces internes. Voilà. Alors, donc on va parler de notion de pression d'un fluide. Et pour ça, je vous rappelle quelques notions, bien sûr, fondamentales sur la distinction entre état physique. Alors pourquoi je vais faire cette distinction? C'est simple. Parce qu'en fait, justement, la notion de pression est liée, si vous voulez, à la notion de force, et donc à des forces spécifiques. C'est des forces spécifiques. Parce que des forces, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de forces. Hein. Il y a beaucoup de forces dans les forces internes, les forces externes. Il y a d'innombrables forces, je les ai répertoriées dans une vidéo. Mais la pression, ce sont des forces spécifiques. Bon, mais pour ça, il faut que je distingue, si vous voulez, les différents états physiques. Alors, on a le solide, on a le liquide, et on a le gaz. Voilà. Ça, ce sont les trois états physiques de la matière que tout le monde connaît, bien sûr. Alors, il y a trois variables qui distinguent ces trois états physiques. C'est le volume, c'est la déformabilité et c'est la compressibilité. Voilà. Ça, ce sont les trois paramètres qui font en sorte qu'on va bien les distinguer au niveau des propriétés, si vous voulez, caractéristiques. Des propriétés caractéristiques. Bien sûr, on peut les identifier par leur modèle corpusculaire, ça évidemment. Mais ici, je le vois par leurs caractéristiques, volume, déformabilité et compressibilité. Alors ça va être fondamental pour voir la notion de pression, qui est une force spécifique, bien sûr, par unité de surface. Hein. Parce que je vous ai dit que la notion de force était
Voilà, la notion de force était ce qui va déterminer ce que c'est que la pression, bien sûr, en fonction d'une surface donnée. Donc, on sait bien que c'est une force spéciale par unité de surface. Voilà, par unité de surface. Ouais, mais le problème, c'est d'identifier quel type de force est-ce. C'est ça qu'il y a. Voilà. Donc, une force, c'est voilà, un vecteur. C'est un vecteur par unité de surface. Ça donne une pression. Voilà. Donc, une fois que vous avez défini la pression, ça, vous pouvez démarrer en mécanique des fluides. Hein. Là, à ce moment, on peut faire beaucoup d'études sur la mécanique des fluides, parce qu'une fois que vous avez appréhendé la notion de pression, ça, je vous dis que c'est la partie visible, et bon, vous êtes parti. Vous pouvez faire la thermodynamique sur la pression, les gaz, étudier la pression, étudier voilà, la pression d'un liquide, voilà, au niveau statique ou au niveau dynamique, peu importe, hein, on peut étudier la pression au niveau statique ou au niveau dynamique, c'est-à-dire un flux de repos ou un flux en mouvement. Je vous rappelle qu'un flux en mouvement, il y a des forces tangentielles. Vous voyez, je viens de vous le dire. Ouais, je viens de vous donner voilà, une petite réponse. Il y a des forces tangentielles pour un fluide voilà, qui est en mouvement, mais un flux de repos, il n'y a pas de force tangentielle. Voilà, donc ce qui veut dire que là, je pourrais déterminer directement ce que c'est que la force spéciale. Mais je le ferai par après. Mais avant toute chose, distinguons tout d'abord le solide, le volume du solide. Le volume du solide, lui, il est constant. On a un volume constant. Le liquide, son volume, il est constant aussi. Et la pression, le gaz, je m'excuse, le gaz, son volume est variable. Voilà, son volume est variable. Donc là, va apparaître des caractéristiques. C'est une caractéristique spéciale, hein, ça. Voilà, c'est une caractéristique spéciale. Ça induit voilà, certaines donnes qu'on verra, je veux dire, au niveau des gaz. Hein. Vous voyez que le volume pour le solide, il est constant, pour le liquide, il est constant. Bon, la déformabilité. Bon, le solide, bon, tant qu'on ne dépasse pas, il est déformable. Hein. Bon, on peut déformer un solide. Maintenant, s'il est des rigides hypothétiques, bon là, il est indéformable. Voilà. Mais en général, enfin, c'est pas la déformabilité que je suis en train d'étudier. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. C'est la forme. Je parle de la forme et pas de la déformabilité, parce que le solide, hypothétiquement, on peut étudier en mécanique rationnelle, le solide rigide, qui est hypothétique, c'est un modèle. Hein, c'est un modèle. Là, il est considéré comme, je veux dire, comment on appelle ça, indéformable. C'est-à-dire que les distances sont invariables. Hein. Elles restent invariables en cas de, voilà, si vous avez une distance entre A et B, voilà, les distances vont rester toujours à B. Le solide est indéformable. Ça, c'est pour faire les hypothèses. C'est une hypothèse dans la modélisation du calcul de la mécanique rationnelle au niveau des équilibres statiques. Voilà, mais maintenant, la résistance des matériaux étudie voilà, la déformabilité. Donc, à ce moment-là, jusqu'à la rupture, donc on a là, on a des corps rigides, non rigides, c'est-à-dire des corps déformables. La mécanique des solides déformables voilà, est étudiée par le domaine qui est la résistance des matériaux. Et là, bien sûr, le corps est déformable, c'est-à-dire que là, la distance entre A et B, si vous avez AB dans un solide, A, B, si vous étirez le solide, mais le B va être un peu plus loin, hein, il va se retrouver ici. Parce qu'il s'est déformé. Hein. Il s'est déformé. Voilà, si vous déformez le corps, voilà, le B va. Voilà, mais pour un corps indéformable, la distance AB ne variera pas. Hein. Le AB, voilà, sera toujours le même. Pour un corps indéformable. Mais ça, c'est pour la mécanique rationnelle, mais c'est hypothétique, ça n'existe pas un corps indéformable. C'est une hypothèse qu'on fait pour modéliser, je veux dire, comme je l'ai dit, la mécanique rationnelle. Maintenant, si vous voulez étudier les cas réels des matériaux, mais il faut faire de la résistance des matériaux, et là, on a affaire à des corps déformables. Bon, mais ici, le problème, c'est pas, je parle pas de, de déformabilité, mais de forme. Alors le solide, il a une forme constante.
Le liquide, sa forme est... Attention qu'il existe des corps plastiques ou mous. Des corps plastiques ou mous. Par exemple, si je prends un corps mou, comme la plasticine, bon, la plasticine est déformable. Hein. Voilà, parce que c'est un corps plastique. Hein. C'est un corps plastique, donc il est déformable. Mais ici, moi, je parle de solide, je veux dire, voilà, normal. Voilà, je ne parle pas d'un corps spécial qui est un corps mou. Donc le solide, sa forme est constante. Alors le liquide, sa forme, elle est variable. Elle prend d'ailleurs l'allure d'un récipient qui va le contenir. Un liquide a besoin d'un contenu, d'un contenant, et le liquide est le contenu. Alors le gaz, sa forme, elle est variable aussi, parce que lui aussi, il lui faut un récipient pour l'enfermer, mais lui, il est plutôt, on va dire, et je le verrai par après, voilà, ces molécules sont libres. Voilà. Alors, au niveau compressibilité, bon, le solide, c'est très faible, hein. Très faible. Le liquide, il est très faiblement compressible. Et, bien sûr, les gaz, vous comprendrez que c'est très fort compressible. Mais on peut rendre des gaz incompressibles. Hein. C'est pas parce qu'ils sont compressibles qu'on ne peut pas les rendre incompressibles. Si on veut, on peut les rendre incompressibles aussi, hein, les gaz. Mais en général, les gaz sont compressibles. Et si un usager le veut, ben, il fait une demande pour avoir un gaz incompressible. C'est possible d'avoir un gaz incompressible. Voilà. Donc, ça c'est au niveau caractéristique. Solide, liquide et gaz. Donc, caractéristiques, des propriétés caractéristiques des solides liquides en fonction du volume, de leur forme et de leur compressibilité. Maintenant, je peux faire une étude. Et là, attention qu'on approche. Je commence à approcher la notion de pression. Hein. Voilà, la notion de pression commence petit à petit à s'approcher d'après la donne que je suis en train de vous expliquer. Je vais voir des autres caractéristiques, et là je vais m'en rapprocher encore un peu plus. Je suis en train de me rapprocher de plus en plus de la notion de pression. D'ailleurs, j'ai déjà fait, quand je vous parlais de compressibilité, ben, donc on a toujours, je vais vous mettre toujours le solide. Je vais mettre le liquide ici. Et je vais mettre le gaz plus loin. Alors, maintenant, on va descendre au niveau micro. Parce que ce que je vous ai dit, forme, c'est macroscopique. Hein. Ce que je vous ai dit, volume, c'est macroscopique. Ce que je vous ai dit, compressibilité, ben là, voilà, c'est macroscopique. Maintenant, au niveau microscopique, eh bien, tout est basé sur la notion de voilà, de corpuscules. Les corpuscules, parce que qu'est-ce que c'est qu'en son sein le solide? C'est des corpuscules. Alors les corpuscules, là ils sont organisés. Ils sont organisés d'une certaine façon. Donc les solides, on a des éléments qui sont reliés entre eux et qui, si c'est un modèle cristallin, un réseau cristallin, ben, il y a différents réseaux cristallins qui existent, ce qu'on appelle les réseaux de Bravais. Réseau de Bravais. Et là, on a des modèles différents, modèles cubiques à face centrée, rhomboédrique, voilà, etc., etc. Il existe, je crois 14 réseaux de Bravais. Hein, et donc, on a comme l'espèce d'un ciment ou d'une colle qui vient, je veux dire, réunir les particules. Les particules sont liées les unes aux autres
avec une force d'interaction qui fait en sorte que la structure, on va dire, on a une structure rigide. La structure est rigide. Donc ce sont les forces d'interaction qui font ça. Les forces d'interaction entre, si vous voulez, les particules. Alors on pourrait dire que si tout ça est maintenu par une espèce de colle, on va dire que la colle est bonne. On a une bonne colle, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les forces de cohésion sont fortes, hein, entre les particules. Voilà. Donc ça, on a les particules ici. Ouais, j'ai complètement raté mon coup. Voilà, donc vous voyez qu'ici on a une structure, justement, qu'est-ce qui fait le solide? C'est parce qu'en fait ils sont séparés à une interdistance interatomique, je veux dire, qui n'est pas beaucoup variable. Il y a des vibrations, oui, des vibrations, mais on tourne autour de petites vibrations. Voilà, et on a une bonne colle, on a une bonne force de cohésion qui font que voilà, tous les réseaux qui est comme ceci, ça c'est une partie du réseau. Il faudrait mettre beaucoup de réseaux comme ceci pour vous comprendre c'est quoi qui fait le solide. J'ai mis que, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mis que 8 particules. Bon, et là, vous en mettez des milliards, hein, les uns adossés aux autres. Voilà, et vous avez la structure, voilà, solide. Maintenant, le problème, c'est que le liquide, lui, bon, les billes peuvent rouler les unes, s'écouler et rouler. Peuvent s'écouler. Et s'écouler et rouler. Là, on a aussi des particules, hein. Elles peuvent s'écouler et rouler. Alors, comment est la force par rapport au solide? La force de cohésion? Ben, si ça roule et ça coule, c'est qu'il y a une force. C'est que, en fait, on va dire qu'on a une colle de mauvaise qualité, c'est ça que je veux dire. On peut voir ça comme une colle. On a une force de cohésion, mais moins forte que celle du solide. Alors, pour le gaz, bien sûr, je vais mettre ici un récipient fermé. Voilà, je mets un récipient fermé. Là, les particules sont volatiles. Les particules avec des chocs, il va y avoir des chocs entre la paroi, bien sûr, et entre particules. Et quand il y a un choc entre la paroi et les particules, ben, on a un changement de direction et de vitesse. Voilà. Là, on va dire que la colle est pratiquement inexistante. Donc, voilà, si on devait voir en termes de colle, ben, il y en a une que la colle est forte, c'est le solide. L'une, la colle est moins, on n'a pas une colle de bonne qualité. Voilà. Et la troisième, ben, on a une colle inexistante. Voilà, alors maintenant, sachant cela, eh bien, si je prends un solide, je prends le cas du solide, ici. Voilà, je prends le solide là. Et regardez qu'est-ce qui se passe quand on effectue une force donc tangentielle. Je m'excuse,
Je m'absente 2 minutes. Me revoici. Me revoici, je m'excuse. Alors, je disais, qu'est-ce que je disais en cours? Oui, je disais que pour le solide, si je prends un solide, prenons un solide, donc je vais effacer tout ceci. Je prends un solide et appliquer une force de cisaillement sur le solide. Hein. Donc je prends un système solide, je vais le dessiner. Au départ, le système solide est comme ceci. Au départ, situation initiale, voilà comment est le solide. Ça, on approche la notion de pression. Attention, hein. Pour les filles, bientôt, j'y serai bientôt. Pour l'instant, je fais encore des petites analogies à droite, des petites définitions analogies, et puis j'y serai à la notion de pression. Ça à voir. Si je vous explique ça, ça à voir. Hein. Voilà. Alors, si on applique une force comme ceci, voilà, plutôt vers le haut, hein, une force plutôt vers le haut, à ce moment-là, cette même figure va subir une déformation. Avant bon, bien sûr, la situation initiale, il n'y a pas de force. Alors, situation initiale, voilà, la situation initiale, on a ça. Puis, maintenant, j'applique une force. Si je lui applique une force, on va avoir une déformation. Alors, le solide va se déformer. Comme j'applique la force vers le haut, on va avoir une déformation ici. Voilà, le solide va faire plus ou moins ça. Donc, maintenant, le solide a fait ça. Il s'est déformé. C'est-à-dire, on n'a plus ceci. Hein. Ça, c'est l'existence auparavant. Voilà, ça c'était auparavant. Voilà, ça c'était auparavant. Et ça c'était auparavant. Voilà, parce que maintenant, il est comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Je vais le construire. Hein. La déformation. En appliquant une force comme je viens de l'appliquer au-dessus, hein, on aura une déformation du solide. Le solide, le système solide s'est déformé.
il s'est déformé. Voilà comment il est devenu. Donc je rappelle que ça, ceci c'était avant, et maintenant. Avant c'était en vert, et maintenant c'est en rouge. Alors je pourrais dessiner l'arrière, bon, l'arrière-plan, hein, bon, je peux avoir ceci. Ceci et ceci. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est surtout ça qui compte. En fait, on a eu ce qu'on appelle des... tout d'abord, on a eu une déformation avec un certain angle, que vous pouvez constater ici. Un angle que je vais appeler alpha. Voilà. Entre ça et ça, il y a une déformation d'un certain angle. Donc il y a un angle de déformation sur lui. Voilà. Cet angle, je vais l'appeler alpha. Alors, on aura aussi sur, ici ce qu'on appelle des tensions de cisaillement. Taux. Voilà, on aura des tensions de cisaillement. C'est-à-dire, c'est une force tangentielle appliquée par unité de surface. C'est la force tangentielle appliquée par unité de surface. Donc c'est en newton, si vous voulez, par centimètre carré. Taux se mesure en newton par centimètre carré ou en newton par millimètre carré. Par unité de surface. Voilà. Alors justement, ce taux est proportionnel. Ce taux, il est proportionnel à alpha. Voilà. Donc la tension de cisaillement est proportionnelle à l'angle alpha. Et quel est ce facteur de proportionnalité? G. Ouais. On a un facteur de proportionnalité qui lie taux à alpha, qui est G. Voilà, et G, c'est ce qu'on appelle le module de cisaillement. Voilà. C'est le module de cisaillement. Bien sûr, qui est en newton par le module de cisaillement est en newton par unité de surface. Voilà. Tout comme l'est celui-ci, en newton par unité de surface. Voilà. C'est-à-dire en newton par centimètre carré, newton par millimètre carré, ou en newton par mètre carré, peu importe. Voilà. Fois alpha qui est un angle en degrés. Voilà. Alors, le G, bien sûr, il dépend de la matière. Ça, c'est le G est fonction du matériau. Il est fonction du matériau. Alors, d'un matériau à l'autre, ben, on mesure le module de cisaillement. Voilà. Mais ça, attention que c'est pour les solides. Hein. C'est pour les solides. Bon, et on a la même loi en compression. En compression-traction, on a un petit peu la même loi. Mais là, la compression, c'est sigma. On aura sigma. Sigma, et là, on n'a pas E, mais E. On n'a pas G, mais E. E fois delta L sur L. La variation de longueur de E delta L sur L.
Donc sigma est égal à E delta L sur L. Mais ça c'est la loi, la formulation de la loi de Hooke. Hein. On reconnaît la loi de Hooke pour une traction, une compression. Et ça c'est, on va dire, c'est une espèce de loi de Hooke pour une, si vous voulez, un cisaillement. Voilà. On a, pour un cisaillement, on a plus ou moins la même loi. Bon, c'est plus ou moins la même chose, on va dire, avec des modules qui sont différents, bien sûr. Module d'élasticité E et le module G, le module de cisaillement, bien sûr, ça dépend des matériaux. Voilà. Et alors, le module de cisaillement va dépendre de l'angle, alors que pour la traction-compression, ça va dépendre d'une variation relative de longueur. Voilà. Bon, maintenant qu'on sait cela, voyons voir ce qui se passe avec le solide et le liquide. Ça, c'est pour le cisaillement au niveau solide. C'est le cisaillement. Au niveau solide. Alors, je vous rappelle que pour les solides, ben, les forces intermoléculaires sont telles que le mouvement des molécules est empêché pour les solides. Voilà, donc ils résistent, si vous voulez, aux déformations, voilà, de la traction et de la compression. Donc les solides résistent à la compression et à la traction. Donc si je prends un système solide, je prends un système solide, eh bien, supposons qu'il y a une force qui est appliquée au niveau de la surface ici, cette surface-là, voilà, cette force-là que je vais redessiner en ce point, en un point bien précis par exemple, j'applique une force, et cette force elle est décomposable suivant une composante normale à la surface. Je l'ai mal dessiné, hein, je vais le refaire parce que c'est vrai que j'ai complètement loupé mon dessin, donc je vais recommencer correctement. Supposons que j'ai, voilà, un solide, je suis toujours au solide, il y a une force qui s'applique ici, on a un point de la surface ici, et cette force elle est là, elle s'applique en ce point là. Ça c'est une force qui s'applique à cette surface là. Bon, cette surface là peut être décomposée, on peut avoir la normale à la surface, voilà, la normale à la surface, et une tangente à la surface. Voilà. Donc je mets un repère, si vous voulez, c'est un repère avec une origine qui est ici. Là je mets une origine. Et je mets un repère qui est normal à la surface. Et alors je peux mettre un vecteur unitaire qui est n. Voilà, et je peux mettre un vecteur, une tangente, un vecteur unitaire tangente à la surface. Voilà. Alors, je peux décomposer le vecteur de la force F. Si j'ai la force F, voilà, j'ai une force qui va être décomposable suivant une composante tangentielle et une composante normale. Donc ce qui veut dire, je vais décomposer ça. J'ai la force, la composante de la force normale est ici. Et la composante de la force tangentielle, elle est là.
Ceci n'est tout autre que rien d'autre que la contrainte en compression, et celle-ci n'est rien d'autre que la contrainte en cisaillement, le taux. Donc notre fameux taux ici, il est là, dans ce cas-ci. Donc on a une contrainte en compression et une contrainte en cisaillement. Voilà. Et les solides résistent à la contrainte de cisaillement et à la de compression, et résistent à la contrainte de compression. Bien sûr, si on ne va pas au-delà du domaine, bien sûr, il y a des domaines, hein, domaine d'élasticité, domaine de plasticité, domaine de la rupture, bien sûr, si on dépasse trop les contraintes justement étudiées par résistance des matériaux de certains matériaux définis, hein, parce que chacun a son module d'élasticité, chacun a son module de cisaillement, chacun a son module de rupture au cisaillement en fonction du matériau. Voilà. Mais si on ne dépasse pas ces limites-là, ben, le solide résiste à ces contraintes-là de cisaillement et de cisaillement et de compression. Quid du liquide? Voyons voir pour le liquide. Donc maintenant, je vais parler du solide et du liquide en même temps. Alors, si je prends un solide, je lui applique des forces de traction, enfin de compression, je m'excuse, hein, de compression. J'ai pris, ici c'est une barre, hein. J'ai pris une barre en acier ou du marbre, ça peut être du marbre, peu importe. Et j'applique des forces de compression. Le solide il va résister à ces forces de compression. Le solide va résister à ça. Faisons la même expérience avec un liquide. Voici un liquide. Bien sûr, ça c'est pour le solide. Je viens de vous dire que le solide, voilà, supporte les forces de traction et de compression pour autant qu'on ne dépasse pas des limites, bien sûr. Hein. Ces limites-là sont étudiées en résistance des matériaux. Alors, pour le liquide, là, si vous appliquez des forces de compression, il va y avoir un phénomène qu'il n'y avait pas pour le solide. C'est quoi ce phénomène-là? En fait, on aura des particules qui vont aller par là. Voilà. Ça veut dire que le liquide va couler par là. Et il va couler par là. Le liquide coule. Donc on aura des forces, si vous voulez, tangentielles qui vont apparaître. Ça, ce sont des forces normales. Voilà, une surface. Et on aura des forces latérales, perpendiculaires aux forces appliquées, qui sont des forces de compression. Donc les forces, là on aura des forces de cisaillement. Voilà. Et là, vous voyez qu'il ne résiste pas aux forces de cisaillement, parce qu'en fait, le liquide il va par là. Le liquide il va par là. Donc il coule par là. Donc en fait, là on a affaire à quelque chose qui coule, parce qu'on a des forces de cisaillement. Donc on a quelque chose qui coule, des particules qui coulent, mais on a ce qu'on appelle un écoulement. Quelque chose qui coule, c'est un écoulement. Parce que ça ne résiste pas aux forces. Voilà, ici ça résiste aux forces de compression et de forces tangentielles. Ça résiste aux deux. Par contre ici, ça ne résiste pas aux forces. Voilà, quand on comprime, bon, on a des forces tangentielles, voilà, qui vont apparaître. Voilà. Donc je vous avais dit tout à l'heure que ne perdez pas de vue que les solides sont incompressibles. Et que les liquides sont aussi incompressibles. Mais à la différence des deux, c'est que les solides
voilà, résiste à la compression et aux forces de cisaillement. Par contre, le liquide, bon, si vous comprimez, il va avoir des forces tangentielles, il va vouloir s'écouler. Alors si c'est ouvert d'un côté, si c'est ouvert, voilà, on se met un solide déformable qui contient le liquide, ben, le liquide aura tendance à vouloir s'écouler et aller latéralement. Donc, et ça, ce sont les réactions de la matière solide et liquide à la compression. Donc, quand je dis que le liquide, on a écoulement, ou que les particules coulent, mais c'est dire aussi que les particules, on a à ce qu'on a affaire à un glissement. Voilà, c'est un glissement. Glissement des particules. Donc, les molécules ont le pouvoir, bien sûr des liquides, ont le pouvoir de glisser les unes sur les autres. Et ceci leur permet de fuir l'action extérieure, et c'est comme si elles s'échapperaient. Voilà, c'est comme si elles s'échapperaient. Bien sûr, elles s'échapperaient s'il n'y avait pas de paroi pour les retenir. Voilà. Parce que dès le moment où vous avez une paroi, là, il y a une paroi, là, il y a des forces qui vont interagir. Ça, c'est l'intérieur de la paroi, ça, c'est l'extérieur de la paroi. Bien, on aura, bien sûr, des forces qui vont interagir. Voilà, on aura l'action égale la réaction au sein de la paroi. Donc on aura une réaction de la paroi, si vous voulez, sur la résultante des forces dues à toutes les particules qui vont agir sur la paroi. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la pression exercée par un liquide sur la paroi d'un récipient. Bien sûr qu'il le contient. Hein. Donc on a des forces de pression sur la paroi. Je vous rappelle que la paroi constitue le milieu extérieur. Hein. Au système, si le fluide est le système, ben la paroi est le milieu extérieur. Donc il y a une interaction entre la paroi et le fluide. Et bien sûr, il y a égalité, l'action égale réaction. Parce que si vous retirez la paroi, ben, le liquide s'échappe. Hein. Qu'est-ce qui maintient la paroi, je veux dire, en équilibre? C'est la paroi. Qu'est-ce qui maintient l'équilibre du fluide? Qu'est-ce qui maintient l'équilibre du fluide? C'est la paroi. Du moins, sur les à côté. Et peu importe la direction de la paroi, hein, on s'en fout ça. On s'en fout de la direction de la paroi. La paroi peut-être, on peut avoir des parois de différentes directions, hein, qu'elles soient comme ceci. Voilà, on peut avoir une paroi comme ceci, une paroi comme ceci, puis de nouveau elle redevient comme ceci. Puis elle revient, puis voilà, puis elle est comme ça. Si je peux mettre une paroi comme ceci, voilà, puis je mets une paroi comme ceci, voilà. Et la paroi, peu importe comment elle est, peu importe comment elle est. Bon, alors donc vous avez des forces de pression au sein de la paroi où l'action des particules est égale à l'action des particules sur la paroi est égale à la réaction de la paroi sur la particule. Bon, ceci étant dit, je vais reprendre mon système de départ. Que j'avais vu voilà, en statique des fluides. J'avais pris un volume. J'avais pris un volume quelconque. Et j'ai établi la loi de la statique des fluides.
somme des forces égale à 0, somme des forces extérieures égale à 0, somme des forces internes égale à 0, somme des moments des forces internes égale à 0, somme des moments des forces externes égale à 0. On a un équilibre complet, voilà, on a un système équivalent interne et externe égal à 0. Voilà. Alors, ici, je vais prendre un système et le séparer en deux sous-systèmes. Donc j'ai un volume, j'ai V1 et V2. Alors on sait bien qu'ici on a toutes des forces qui vont interagir, ou des forces ponctuelles. Voilà, des forces ponctuelles. Et on a tous des points, une infinité de points. Alors ces forces ponctuelles, je peux encore isoler bien sûr une partie de cette surface que j'appelle grand S. Vous voyez qu'ici j'ai un système qui est grand V, j'ai un sous-système qui est V1, j'ai un sous-système qui est V2. Pourquoi? Parce qu'il y a une surface qui sépare V1, V2. Donc j'ai créé trois systèmes. Un système qui est le volume de masse M, j'ai découpé par une surface, une section, plutôt une section, le volume V en décomposant en deux volumes, sous-volumes, V1 et V2, de masse M1, M2. Et donc j'ai créé, voilà, deux sous-systèmes à partir d'un système. Bon, mais à partir de là, j'ai défini une surface, ou une section, plutôt une section. Dans cette section, je peux définir encore une surface et étudier cette surface. Donc je crée, voilà, je prends un élément de surface. Un élément de surface. Voilà. Alors cet élément de surface, je vais le représenter ici, en plus grand. C'est ceci. J'ai complètement raté mon loupé. Mon élément de surface ici, c'est celui-là. Que je vais appeler bien sûr delta S parce que c'est un élément de surface. Delta S. Alors, bien sûr, là, on a un milieu continu, donc on a des points partout. Je mets un point, bien sûr, il y a un repère qui est posé. Hein. Ça, d'office, hein. Il y a un repère qui est posé. Un repère inertiel qui est posé. On a OR qui est posé. Pour définir tous les points possibles imaginables du volume, bien sûr, et pour définir toute composante d'une force. Et justement, c'est ce qu'on va voir ici. Si je prends un élément delta S, eh bien, on peut avoir l'action d'une force qui agit en delta S, voilà, qui a une direction quelconque, hein, qui est delta F. Delta F. Donc c'est un élément de force, si vous voulez, intérieur. Donc c'est une force élémentaire interne. C'est une force intérieure élémentaire. Tout comme on a une surface élémentaire. Tout est élémentaire. Voilà, on a isolé au niveau microscopique. Voilà, je fais une étude micro avant de définir ce que c'est que la pression au niveau macro. Donc on a un élément de surface. Et là, bien sûr, j'ai le point M qui est répertorié dans mon repère orthonormé. Et là, si je fais une décomposition suivant la normale, comme j'ai fait tout à l'heure, et la tangente à ds, voilà, j'ai n et t, hein, voilà. À ce moment-là, je peux décomposer delta fi en deux composantes comme je l'ai fait tout à l'heure, exactement. Voilà, je décompose suivant n et suivant la tangente. Et là, à ce moment, j'ai une force ici qui est normale, que je vais appeler delta F normal. Voilà. Et j'aurai delta F tangentiel.
Donc, ça, c'est le delta Fi qui est décomposé. Bon, c'est delta Fi, c'est une force ponctuelle, enfin, c'est une force élémentaire qui se situe en un point M de la surface ici, qui est avec un zoom. Là, ça, c'est un zoom. J'ai fait un zoom ici. J'ai fait un zoom de cette mini-surface parce que c'est une étude microscopique, il faut bien que je l'agrandisse. Hein. Voilà. Donc, on a une composante normale. Bien sûr, c'est une composante normale à delta S. Ça, c'est une composante tangentielle à delta S. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des forces partout. Hein. Des forces, il y en a partout. Voilà. Alors, si maintenant, vous avez qu'une composante normale et pas de tangentielle, là, à ce moment-là, ça veut dire que le fluide est au repos. Si ceci n'existe pas, enfin, je vais un peu trop vite, je m'excuse. Je vais d'abord faire, parce qu'ici j'ai fait au niveau élémentaire, je vais le faire pour toute la surface S. Pour ça, je vais chercher de la place pour écrire, parce que je n'ai plus de place. Je vais effacer ceci. Voilà. Alors, la limite, je vais maintenant calculer pour un point. Pour un point, attention qu'ici c'est un élément de surface. C'est un élément de surface. Maintenant, je vais écrire au niveau d'un delta S infiniment petit. Donc, delta S, je vais le faire tendre vers 0. J'ai un élément de surface infiniment petit. Quand delta S tend vers 0 de delta S, mais on a ce qu'on appelle voilà, différentiel de S. Idem pour la limite quand delta Fn tend vers 0. De delta Fn, voilà, on a dfn. Voilà. Alors, la pression ne tient pas compte des forces tangentielles. Les forces tangentielles, c'est ceux qui sont dus au mouvement. C'est ce qui va créer le mouvement, les forces tangentielles. Par contre, les forces de compression, c'est la pression. Les forces de compression qui sont normales, c'est la pression du fluide. C'est pour ça qu'il faut tenir compte uniquement des forces normales, ici. Et là, c'est pour ça que je vous disais que c'était des forces spéciales. Quel type de force? Ce sont les forces normales. Il faut prendre compte des forces normales par rapport à la surface. Donc maintenant, on peut écrire la relation. La limite, quand delta S tend vers 0, de delta Fn, enfin, de delta Fn sur delta S. Alors je rappelle que si delta S tend vers 0, ben delta Fn tend aussi vers 0. Hein. Donc ça va donner quoi? Ce sont des infinis, voilà, ce sont des infiniment petits. Et ça va donner dfn. Ouais, ici j'ai oublié juste une barre parce que c'est un vecteur. On aura dfn, bien sûr, delta S tend vers 0, dfn sur ds. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est la pression ponctuelle. C'est la pression ponctuelle. Voilà, sa pression, ce sont les forces de compression ou la pression.
c'est la résultante des forces de compression de la pression. Bon. Alors je pourrais écrire la même chose avec, la limite quand delta S tend vers 0, de, cette fois-ci, delta F de T, des forces tangentielles. Et là, on a la même chose, on aura D F de T df de t sur ds, et ça c'est la composante de cisaillement. C'est la composante de cisaillement. Voilà. Donc là est défini, voilà, les forces de compression et les forces de cisaillement ici. Voilà. Et donc vous voyez ce qu'est la pression. La pression, c'est tout simplement, voilà, les forces de compression par rapport à la surface, un élément de surface. Bon, ben ça, bien sûr, c'est le cisaillement et la pression ponctuelle. Hein. Je n'ai pas encore terminé d'écrire ce qu'était la pression. Ce qui m'intéresse ici, c'est de définir la pression. Je vous ai dit c'est des forces spéciales, mais ce sont les forces normales. Voilà, ça va être les forces normales. Hein. Voilà, les forces normales. Et donc, pour avoir la totalité, bon, pour éviter d'avoir la force uniquement ponctuelle, mais pour avoir la totalité, à ce moment-là, on va faire une intégrale double. Voilà. On va faire une intégrale double pour calculer, si vous voulez, la pression. Je vais écrire ceci. dFn est égal à P ds. Voilà, donc je vais chercher l'intégrale de dFn. La somme, en fait, c'est toute la somme de toutes les. C'est la somme, c'est une somme infinie de toutes les. Voilà, je vais faire une somme infinie. Ça, c'est ponctuel, hein, c'est une force ponctuelle. Je vais faire une sommation infinie pour i égale à 1. Voilà, pour l'infinité de points que l'on a dans la surface delta, dans la surface S. Hein, on a une infinité de points. Hein, et chacun, il y a des dfn. On a des dfn. Voilà. Donc, je vais calculer la somme de toutes ces dfn. Là, j'aurai l'intégrale de dfn. Et l'intégrale de dfn, ben, ça fait, voilà, ça fait la force normale. Ça fait la résultante totale qui est la force résultante normale. Et cette résultante normale n'est rien d'autre que, voilà, l'intégrale double de, au travers de la surface, de P ds. Voilà. Mais il faut connaître la loi de répartition de la pression en en tout point. Il faut connaître la loi de répartition. Maintenant, si la pression est constante, ben on a P fois S. La pression F est égale à P fois S. Voilà. La pression est égale à P fois S. Si la pression est constante partout. Elle est la même partout. Je rappelle que la pression, c'est une grandeur intensive. Voilà. Voilà, donc en fait c'est ça la pression. Hein. Je vous avais dit que c'est une force par unité de surface, effectivement. La pression,
P. Si j'écris par rapport à ça, par rapport à la dernière où la pression est constante et non pas, voilà, en fonction d'une répartition de pression en différents points, mais une pression constante partout, pression homogène, j'aurai P, voilà, P fois S est égal à la force résultante normale. Donc la pression n'est rien d'autre que la force résultante normale sur la surface appliquée. Voilà. Voilà. Donc c'est une force par unité de surface. Alors quelle est cette force? Je vous avais dit que c'était une force par unité de surface, donc on peut la mesurer en newton par mètre carré, ou en newton par centimètre carré, décimètre carré, centimètre carré, ce que vous voulez. Voilà. Mais en tout cas, ce sont des newtons par unité de surface. Donc, et la force spéciale, c'est laquelle? Ben, c'est la force normale, et non pas la force tangentielle. Alors maintenant, s'il n'y a pas, s'il n'y a pas de force tangentielle, le liquide est au repos. Mais s'il y a une composante tangentielle, le liquide est en mouvement. On a la dynamique des fluides. Voilà. Et donc à partir de maintenant, il est plus facile, plus aisé d'expliquer, je veux dire, les fluides. Quand vous savez qu'il y a une composante normale qui va faire en sorte qu'on aura des forces de pression, et qu'il existe des forces tangentielles, et qu'à partir de là, on sait bien qu'il y aura soit le liquide qui est au repos ou en mouvement, ben, on peut déjà aborder la mécanique des fluides grâce en connaissance ici. P est égal à F sur S. Voilà. Je vous remercie beaucoup.